Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis RH et manager et passionnée par les sujets de management. Avec Chef, je pars à la rencontre de managers et de leaders audacieux et bienveillants pour m'inspirer et améliorer mes pratiques de management. Alors je me suis dit que j'allais partager ce contenu avec vous. Plutôt sympa, non ? Allez, je vous embarque. Aujourd'hui, je reçois Hélène Macaire, coach en développement personnel. J'ai invité Hélène sur le podcast car son histoire m'a vraiment touchée et m'a beaucoup inspirée. J'ai rencontré Hélène en 2017. Elle est alors consultante RH, je suis RH, nous avons donc beaucoup de points communs et d'anecdotes professionnelles croustillantes à nous raconter. Puis nous nous perdons de vue quelques mois. Quand nous reprenons contact, j'apprends que les médecins lui ont diagnostiqué une maladie chronique, qu'elle quitte Paris, quitte son job pour se soigner. Quelques mois plus tard, elle me donne de ses nouvelles et me raconte son combat contre une maladie pas très drôle. Elle m'explique alors qu'elle s'est presque guérie, en tout cas qu'elle a calmé ses douleurs et qu'elle est en train de monter une offre de coaching disruptive, puissante, et me parle de mots qui me paraissent dingues. La libido, le monstre, l'œuvre d'art, la liberté, la création à partir de ce qu'on a dans le ventre. Je suis de loin la création de cette nouvelle offre. Elle est déterminée, ambitieuse, et les transformations de ses premiers clients sont radicales dans un sens positif. Ils s'affirment, ils se comprennent mieux, ils s'aiment pour leurs défauts et pour leurs qualités. Ils utilisent toute leur personnalité au service de leur bien-être personnel, mais aussi de leur performance professionnelle. Bref, je suis impressionnée. Quand j'ai réfléchi à quel coach je voulais inviter sur Chef, je n'ai pas hésité longtemps. Hélène est si déterminée, si courageuse, audacieuse, radicalement positive. Elle a vraiment bossé son sujet, donc elle est super pédagogue, mais aussi très cash, donc accrochez-vous. Je ne vous cache pas que l'épisode est dense. À la lumière de son parcours et de la complexité de nos personnalités qu'Hélène tente de sublimer. Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo pour noter tous ces bons conseils. C'est encore un épisode unique que je vous propose. Je l'ai pensé comme un guide à l'introspection. Nous prenons le temps de comprendre les différentes notions qu'Hélène travaille dans ses accompagnements pour mieux décrypter nos peurs, nos envies, notre puissance et le tout au service de nos performances professionnelles, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Si vous avez déjà suivi un coaching ou si vous vous intéressez au développement personnel, la méthode d'Hélène sort des sentiers battus. Vous devriez donc enrichir votre connaissance de vous-même. Si vous n'êtes pas initié à ces sujets, je vous invite encore plus à l'écouter jusqu'au bout. Hélène explique à quoi sert le travail sur soi, donne des exemples très concrets qui vous guideront pas à pas, et j'insiste vraiment toujours dans un sens de performance professionnelle, qui est l'objectif de Chef. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Salut! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Aujourd'hui, j'accueille Hélène Macaire. Salut Hélène, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie. Donc Hélène, tu es coach et tu as une offre bien particulière puisque tu décris ton accompagnement comme le fait de passer du business as usual au business as an exciting work of art. Donc le business comme une œuvre d'art excitante à partir d'un concept qui est celui de la vérité. Nous allons creuser tout ça parce que ça peut paraître bien mystérieux et en même temps très prometteur. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on comprenne mieux qui tu es. Donc, peux-tu nous dire comment en es arrivée au développement personnel et au métier de coach en particulier ? Oui Sophie, merci déjà de me donner cette occasion de passer un moment hyper sympathique en ta compagnie, ça me fait plaisir. Et pour répondre à ta question, en fait, alors à titre personnel, depuis toujours, je suis passionnée par des questions existentielles assez profondes qui sont en lien avec l'expression pure de soi. Donc comment être libre, comment avoir une vie pleine de sens, comment incarner ce que je porte en moi, comment créer à partir de cela. Et donc c'est pour ces raisons-là notamment que j'ai fait des études en sciences humaines, donc en sociologie, en économie. J'ai fait aussi de la philosophie. Comme j'étais frustrée de me limiter à ces disciplines-là, du coup je me suis par la suite énormément intéressée à la psychologie, au développement personnel, à la spiritualité. Je me suis formée au coaching, enfin j'ai fait énormément de choses et j'étais vraiment dans une espèce de quête de vérité justement à partir de ces questions-là. Et donc professionnellement, j'ai été consultante pendant 11 ans et puis j'exerce le coaching depuis 5. J'ai été entrepreneuse une première fois, donc sur des questions de développement RH et d'accompagnement du changement principalement. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais malgré tout, je me trimballais une espèce de frustration latente. En fait, je sentais que je ne créais pas ce que je portais en moi,
que je ne vivais pas vraiment la vie à laquelle j'aspirais. Et pourtant, extérieurement, tout allait très bien. J'étais reconnue, compétente, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas tout à fait ajusté malgré tout. Et puis, fin 2018, j'ai eu une étape de vie très difficile. Le côté positif, c'est que ça m'a amené à revoir de fond en comble mon existence, à me dire justement cette vérité personnelle. En fait, j'ai eu de gros problèmes de santé. J'ai été diagnostiquée d'une maladie chronique, donc qui est considérée à l'heure actuelle comme incurable. Et du coup, pendant de longs mois, j'ai vraiment complètement plongé physiquement et psychologiquement. Je pouvais plus travailler, j'avais du mal à marcher, j'allais régulièrement aux urgences. Enfin, ça a été vraiment une grosse traversée du désert pour le dire pudiquement. Et puis un jour où j'ai vraiment senti que j'étais arrivée au bout d'un espèce de modèle, j'ai eu un déclic et je me suis dit bon je vais me guérir. J'en ai aucune idée de comment je vais faire. Ça peut sembler complètement fou, mais je vais vraiment mener à bien ce projet-là. Et donc ça m'a amené dans une longue recherche à la fois extérieure et intérieure. À la fois en m'inspirant de gens qui avaient créé du coup ce que j'appelle leur miracle personnel, et puis une grosse recherche sur moi. Vraiment aller répondre à des questions très profondes, pourquoi j'avais envie de vivre, qu'est-ce que j'avais vraiment au fond de moi et que je n'avais pas osé explorer, et qu'est-ce que j'avais envie d'en faire. Et donc ça a été un chemin très personnel, assez escarpé, mais qui aujourd'hui pour moi a été extrêmement payant, parce que j'ai diminué de 80% mes symptômes. Ça fait plus d'1 an que je ne prends aucun traitement, alors que j'étais censée en prendre en continu pour les 20 prochaines années. Et puis ça c'est l'aspect physique, mais sur l'aspect vraiment personnel, ça a été extrêmement bénéfique comme expérience, parce que je n'aurais jamais développé mon business actuel, donc que j'ai appelé Truth Teller, sans cette histoire de vie. Tout simplement parce que j'aurais jamais eu le courage de le sortir de moi. Et cet épisode de maladie m'a permis à un moment de me dire en toute conscience, Hélène, tu n'as qu'une vie, il est peut-être temps de poser tes ovaires sur la table. Et tu sais que depuis des années, tu as toujours porté en toi ce désir d'innover, de construire un nouveau paradigme de coaching, de vraiment créer à partir de toi. Et c'est le moment ou jamais de te lancer. Donc voilà pour répondre à ta question, Sophie. Wow, merci beaucoup pour ta sincérité et ce témoignage. Enfin, ça donne le ton pour cet épisode finalement. Merci Moi, je t'en beaucoup. prie. Donc je le disais en intro et puis tu l'as redit là, une notion qui est super importante et qui est à la fois au cœur de ton business, mais aussi finalement de qui tu es et de ton parcours, c'est le concept de vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité et quel est le lien avec le business ? Oui, alors du coup, sur le ce que c'est que la vérité, donc je vais dire ce que c'est que la vérité pour moi, en tout cas, quel sens je lui donne quand je dis que je travaille là-dessus. Et puis en effet, en quoi ça peut servir dans son métier ou dans son business si on est entrepreneur ou dirigeant. Du coup, je travaille vraiment sur la notion de vérité personnelle, c'est-à-dire d'amener les gens avec lesquels je travaille, de faire vraiment cet examen minutieux en eux-mêmes, qui consiste d'une part à retirer ce qui n'est pas purement et vraiment soi. Donc par ça, j'entends toutes les normes, les injonctions, les convictions qui sont placées en nous et auxquelles on souscrit, non pas parce que on en est vraiment convaincu, mais par peur, par faux confort, par paresse intellectuelle, par paresse relationnelle, etc. Par habitude. Exactement, aussi. Par habitude, par éducation. C'est ça, ça va être par culture au sens large, par exemple. Et donc, c'est d'aller retirer tout ce qui n'est pas nous et d'aller aussi, d'autre part, assumer ce qui est vraiment nous, mais qui peut nous faire extrêmement peur. Et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans la suite du podcast. Mais ça nous fait peur justement parce que c'est anormal ou atypique, et aussi parce qu'on en a une très mauvaise compréhension. Et donc, du coup, cette notion de vérité personnelle, moi, je la rapproche de l'intégrité et de l'amour de soi. C'est-à-dire de développer ce courage de porter, peu importe les difficultés ou les circonstances, ce que l'on a en nous, et qui est en fait l'expression à la fois de notre beauté, de notre singularité et de notre joie. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question sur le lien que je fais avec le business, en fait, pour moi, le fait d'accéder à cette vérité profonde et de décider de la vivre donc avec une grande intégrité, eh bien de fait, ça va transformer la façon de vivre et de penser ton métier ou ton business. Pourquoi ? Parce que tu deviens extrêmement à l'écoute de tes intentions, de tes idées, de ta créativité.
tu développes ta capacité à prendre des décisions, y compris des décisions délicates ou audacieuses, depuis ce que j'appelle moi un espace de calme puissance. En fait, c'est cet espace où tu sais en ton âme et conscience les moteurs qui sous-tendent tes actes. Et ça, c'est extrêmement puissant en termes de leadership. Après, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement dans le fait d'exprimer sa vérité, et je travaille beaucoup là-dessus du coup avec mes clients, c'est de libérer ce que j'appelle le monstre, en fait, qui est notre part disruptive profonde, qui est là pour créer du nouveau, pour amener quelque chose qui n'existe pas, et qui de fait va venir secouer les us et coutumes ou va venir secouer l'existant. Et donc du coup j'établis ce lien vraiment fort entre amour de soi, vérité personnelle et créativité ou disruption. Pour faire simple, en fait, c'est en allant accepter pleinement ton style disruptif pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une formidable énergie de créativité, de puissance, de vie, en somme, que tu vas pouvoir, en fluidité et en conscience, créer un business qui te ressemble vraiment. Donc du coup, peut-être pour ramasser un petit peu ce que je viens de dire, en fait, ce que je fais avec mes clients sur cette notion de vérité, c'est de les aider à virer donc ce que j'appelle les bullshit, c'est-à-dire du blabla de normes, d'injonctions, de peur que tu as intériorisé et qui te bride du coup dans l'expression de ce que tu es vraiment, y compris professionnellement. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est de les aider à aller assumer et aimer follement leur part disruptive, donc le fameux monstre. Et 3, à partir de tout ça, de reshaper, de redesigner en quelque sorte leur business. Donc ça va être dans les différents pans en fait du business model, ça peut être dans leur offre, dans leur organisation, dans leur positionnement, dans leur type de relation client, etc. à partir de tout ça. Donc voilà ce que j'entends par vérité et le lien que je fais entre vérité et façon de faire du business. Qui sont les personnes que tu accompagnes ? En fait, aujourd'hui, j'accompagne 2 types de personnes. Le premier type de personnes, en fait, ce sont des gens qui ont vraiment envie de libérer ce que j'appelle leur style singulier. Autrement dit, d'aller vraiment exprimer qui elles sont dans leur métier. Ces personnes qui se sentent étriquées en quelque sorte dans leur façon d'être, dans leur costume professionnel, et elles ont envie de travailler et de créer finalement dans leur job à partir de qui elles sont, d'avoir vraiment cette audace-là. Du coup, ce sont des personnes qui ont envie d'exprimer leurs idées non conventionnelles, leurs tripes dans leur métier. Donc du coup, voilà, avec ce type de personnes, ça peut être des managers, des RH, des cadres dirigeants. On va vraiment travailler sur ces problématiques-là. Le deuxième profil, en fait, qui est un petit peu différent avec lequel je travaille, ça va être des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui ont déjà créé, en fait, quelque chose d'innovant et de disruptif sur le marché, mais qui ont envie de monter en puissance et qui sentent qu'ils ont des verrous intérieurs, en fait, à faire sauter pour faire vraiment sortir pleinement, du coup, ce que j'appelle leur œuvre d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est vraiment une des particularités que je retrouve chez ces clients-là, que j'ai aussi, c'est que dans cette façon de faire du business, en fait, tu crées pas pour la bottom line ou pour la satisfaction de tes clients, enfin, c'est pas ça ton moteur premier. En fait, tu crées parce que c'est vraiment ce que tu portes en toi, que tu as envie, en fait, de le sortir de toi et de créer, entre guillemets, ton monde dans la vraie vie, dans la matière, si je puis dire. Et en fait, c'est ce qui te procure le plus de jouissance, de sentiment de complétude. En fait, c'est pour toi la seule façon de vivre une vie qui a autant de sens. Et donc, il y a une dimension, en fait, qui est extrêmement égoïste, mais dans un sens positif, de la création. C'est vraiment d'avoir cette envie de créer et de faire monter en puissance l'œuvre que tu portes en toi. Et après, ce que je dirais au-delà de cette typologie, mes clients, je trouve que ce sont des personnes originales, atypiques, très créatifs, avec une énorme exigence vis-à-vis d'eux-mêmes. Je trouve qu'ils ont un grand sens de l'humour aussi. Et ils ont vraiment cette envie chevillée au corps d'exprimer qui ils sont, de créer en fait à partir de leur monde intérieur. Et à titre personnel, je suis extrêmement heureuse de travailler avec eux. Je les aime vraiment beaucoup. donc voilà. C'est déjà des gens qui sont assez expérimentés, en tout cas qui ont déjà un peu de recul sur leur travail, sur leur rôle et sur ce qu'ils ont envie de faire, et qui ont besoin d'aller un cran plus loin pour s'exprimer pleinement et finalement créer ce que tu appelles le business comme une œuvre d'art excitante. Oui. C'est ça, on voit bien le lien entre les personnes que tu accompagnes, les sujets sur lesquels tu les accompagnes et cette notion d'œuvre d'art. Oui.
Du coup, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le business en tant qu'œuvre d'art? C'est pas courant comme approche du business? Non, en effet. Et pour rebondir, t'as très bien synthétisé du coup ce que je décrivais, Sophie. En fait, une autre caractéristique des personnes que j'accompagne, je l'ai jusqu'à présent toujours observé, c'est des personnes qui ont aussi un gros parcours de développement personnel en fait, qui ont vraiment ce plaisir, tu vois, à aller faire un travail finalement à l'intérieur, de mieux se comprendre, mieux se connaître, etc. Pour répondre justement sur la question du business comme une œuvre d'art excitante, en fait, je vais peut-être plutôt commencer par te dire moi ce que j'entends par le business as usual, du coup que je propose de dépasser à travers mon accompagnement. En fait, pour moi, le business as usual, dans lequel j'ai aussi pas mal vadrouillé dans ma première partie de vie professionnelle, pour moi, c'est le fait de réussir finalement dans un système ou dans des normes qui te préexistent, mais qui ne correspondent pas à ce que tu as profondément et véritablement envie de faire. Parce que ce que tu as vraiment envie de faire au plus profond de tes tripes ou au plus profond de ton âme, en fait, c'est hors cadre. C'est pour ça que c'est disruptif en fait, c'est que ça n'existe pas sur le marché. Donc du coup, ce que j'entends par business as usual, c'est le fait de vraiment aller suivre dans l'ensemble des règles et des pratiques qui ont été inventées par d'autres, de créer du coup une offre ou un business dans le cadre d'un marché existant. Et du coup, tu vas être plutôt sur des modèles de création ou d'innovation, donc on dit incrémental, parce qu'en fait, tu vas baser cette innovation essentiellement sur de l'inspiration extérieure. Donc ça peut aller du copier-coller de bonnes pratiques au fait de retriturer à ta sauce des choses qui existent déjà. Et en fait, le problème dans cette façon de faire du business, qui est pas mal en soi, c'est que si tu as ce profil justement de créateur, d'innovateur ou de disrupteur, en fait, tu es frustré. Et du coup, ce que j'appelle ta libido professionnelle, à terme, elle devient complètement capoute, parce qu'en fait, tu n'exprimes pas à travers ce média qu'est l'entrepreneuriat ou l'entreprise, l'œuvre que tu portes en toi. Et à l'inverse, en fait, dans ce que j'appelle le business comme une œuvre d'art excitante, tu vas te mettre en posture, vraiment en conscience et délibérément, de créer ton œuvre, en fait, c'est-à-dire de faire sortir de terre et de construire ce qui a à tes yeux en fait le plus de valeur, ce dont tu es le plus follement amoureux et pour parler de manière complètement crue, en fait, ce qui te fait jouir professionnellement. Et donc, peu importe le fait que ton œuvre elle ait l'air dingue, qu'elle soit mal comprise au début, qu'elle fasse peur, etc. En fait, c'est hyper courant dans toutes les histoires de disruption finalement, avant que l'innovation disruptive devienne complètement normale. En fait, il y a très souvent une première phase d'incompréhension, voire un peu de scandale, et donc c'est vraiment d'être en capacité d'aller au-delà. Et du coup, pour peut-être synthétiser ce que j'entends par le business du coup as an exciting work of art, c'est vraiment le fait de créer à partir de tes tripes, à partir de ton moi, des profondeurs hors référentiel existant, donc en fait oser devenir ta propre norme. Et du coup, c'est ça qui va aller secouer les pratiques en vigueur et qui peut faire peur, y compris à toi. Dans cette façon de travailler, tu vas vraiment aller oser suivre ton intuition profonde, ta créativité inspirée, en faisant fi ou en ne tenant pas compte de tes propres peurs ou de tes peurs qui te sont renvoyées par l'extérieur, du style est-ce que je vais avoir l'air fou, est-ce que mon voisin va être d'accord avec moi, est-ce que je vais être aimé, etc., etc. Et du coup, comme tu crées à partir de toi, en fait, tu es dans ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est-à-dire que comme tu es le seul à proposer ce que tu proposes et ce que tu crées, de fait, tu deviens hors concurrence. Et tu vois, c'est une phrase d'Yves Saint-Laurent que j'aime beaucoup qui dit les modes passent, le style est éternel. Et pour moi, c'est ce que tu fais finalement quand tu fais du business en ayant le désir de créer ton œuvre personnelle. Quand tu es dans cette démarche-là, en fait, ta libido, elle est au plus haut et de manière durable, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre ce que tu aimes, ce qui te fait jouir, ce que tu crées, avec qui tu le crées, etc. Et du coup, ça devient vraiment une expression pleine et entière de toi. Donc voilà ce que j'entends par business as an exciting work of art. C'est hyper intéressant. Je vois bien l'œuvre d'art qu'on peut dégager quand on est entrepreneur, ouais. Mais je vois un peu moins l'œuvre d'art qu'on peut dégager quand on est salarié d'une grande entreprise. Comment tu réagis à ça? Est-ce que pour toi c'est possible de créer son œuvre en tant que salarié? Et
Comment on le fait? Ouais. Alors c'est une très très bonne question. C'est pour ça aussi que je te disais que j'avais plutôt deux styles de clients, c'est-à-dire que en effet, je pense que à terme, si tu veux vraiment créer ton monde en quelque sorte, alors ça dépend après de ce que l'on a envie de créer, mais je pense qu'en effet l'entrepreneuriat est un média qui est plus simple. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire via le salariat ou au sein d'une organisation. C'est-à-dire que tu peux en effet être porteur d'idées disruptives, être porteur de tes propres idées, de ton propre monde dans n'importe quel système. Et en même temps, je tiens vraiment à apporter un distinguo là-dessus. En fait, cette question de liberté et de liberté d'assumer tes idées disruptives, en fait, la posture, elle est la même à avoir quel que soit le système. C'est-à-dire que tu peux te retrouver en tant qu'entrepreneur, si tu n'y fais par exemple pas attention, à devenir un petit peu esclave de ton marché en disant, bah, je donne au marché ce qu'il a envie d'avoir. Et comme je n'ai aucune preuve finalement que ce que je porte à l'intérieur de moi va répondre à un besoin puisque ce besoin n'a pas encore été adressé, je ne me lance pas. Et donc du coup, tu peux te retrouver dans des mécanismes assez similaires je pars du principe que mon chef ne va pas être d'accord avec mes idées disruptives. Donc du coup, je ne fais pas l'effort de les développer, de défendre mon morceau de gras et puis d'avancer, quand bien même les circonstances au départ ne me seraient pas favorables. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette capacité à disrupter, en fait, c'est avant tout quelque chose de personnel qui se travaille. Et ensuite, bien évidemment, en fonction des gens, tu vas avoir des environnements qui vont te plus ou moins te botter. Mais en tout cas, je ne pense pas que le fait d'être dans un environnement salarial soit nécessairement un obstacle complètement rédhibitoire au fait de porter son projet disruptif qui nous corresponde vraiment. Quand tu parles de libido professionnel, tu parles de quoi derrière? Alors, en fait, oui, c'est une des dimensions sur lesquelles je travaille en coaching. En fait, je pense vraiment que la libido, c'est une énergie sexuelle, mais plus largement, c'est une énergie de vie. Et en fait, c'est une vraie boussole décisionnelle. Et j'ai envie de dire, elle devient d'autant plus intéressante. On évolue dans un monde qui est quand même devenu assez incertain et instable. Et en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette question de la libido professionnelle, c'est que la libido, ça ne ment pas sur la nature de notre désir, ça ne ment pas sur nos préférences réelles. En gros, c'est soit tu as envie, soit tu n'en as pas envie. Donc c'est extrêmement simple. Et du coup, ce que je fais avec mes clients, c'est vraiment d'aller examiner à quel point leur libido elle est activée ou pas dans leur job. Et donc, je pense que tu vas sourire, mais ce que je fais, c'est je travaille très très sérieusement avec eux à partir de questions comme est-ce que tu as envie de faire l'amour à ton business, qu'est-ce qui te fait débander dans ton job, comment rallumer la flamme, etc. Et en fait, passer la première rigolade, ce sont des questions qui sont très intéressantes. Parce que la libido, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que la simple motivation. En fait, la libido, comme je te le disais, c'est une énergie de vie. Et donc, c'est aussi une énergie de création. Et du coup, elle est très intéressante à comprendre, à mobiliser ou à réactiver pour retrouver de la joie dans ce que l'on fait. Et a fortiori, quand tu es entrepreneur et que tu es ta seule instance de discipline ou de motivation. Et donc, du coup, là, je refais un lien avec la notion de vérité dont on a parlé. Pour aller retrouver cette libido professionnelle ou cette jouissance professionnelle, eh bien, ça va supposer d'aller faire bouger des lignes, donc de te dépouiller, de ce qui n'est plus vraiment toi, de ce qui ne te fait plus vibrer, d'aller au contraire activer des choses où tu sens que ça va régénérer de l'attrait, de l'excitation intellectuelle, kinesthésique, etc. Et ça va du coup nous aussi nous demander du courage, c'est-à-dire de lâcher un peu tous nos petits arrangements, tous nos petites compromissions que l'on fait par souvent désir de sécurité, mais qui par contre sont pas du tout jouissives. Donc ça peut être, tu vois, dans les choses que je vais travailler avec mes clients, tu vois, je travaille avec une entrepreneuse, elle se rend compte que oui, il y a une partie de son segment de clientèle qui ne l'excite plus, ou vraiment elle sent qu'elle est devenue dans une espèce de routine sans attrait. Du coup, ça va être en effet de se dire comment est-ce que je lâche cette partie de mon chiffre d'affaires, mais qui n'a plus d'attrait pour moi, pour développer autre chose.
Et donc, pour moi, cette question de la libido professionnelle, en fait, c'est vraiment une hygiène de vie au sens large. Et donc, c'est un muscle qui se développe et qui se travaille. Ce qui est super, c'est quand on peut la suivre, sa libido. Mais parfois, on peut se sentir coincé, bloqué. On peut bien sentir que notre travail ou notre poste ne nous excite plus, mais on n'a pas vraiment de marge de manœuvre ou pas de choix pour sortir de cette situation. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des situations similaires? Oui, alors déjà, je vais peut-être donner une position qui est une position radicale, hein, mais que j'assume. C'est, moi, je considère qu'on a toujours le choix, en fait. Le choix pouvant être, je suis à une libido moins 25, je vais préparer la sortie de mon job, quoi. Je vais changer de boîte. Je vais me réorienter. Après, ce qui est en effet important à prendre en considération, c'est que de faire le choix de la libido, ça peut être un choix qui va demander des investissements ou des sacrifices. Et c'est pour ça qu'on n'est pas forcément prêt à le faire. En revanche, le fait de se dire qu'on n'a pas de choix ou pas de possibilité, pour moi, du coup, cela revient à faire le choix de finalement de se condamner à être dans une absence de libido pour pour un moment, peut-être pas pour le reste de sa vie, mais en tout cas pour un certain temps. Du coup, moi, ce que je fais, c'est vraiment justement d'aller déconstruire cette notion de je n'ai pas le choix, ça n'est pas possible. Ce qui ne veut pas dire que la contrainte n'existe pas. Mais par contre, c'est vraiment d'aller questionner la représentation que l'on a de la contrainte et puis de la liberté, et puis de se dire peut-être qu'en effet je vais pas changer à terme de job, mais par contre dans le système qui est le mien, où est-ce que j'ai des marges de manœuvre, comment en retrouver, parce qu'en fait à système égal tu vas avoir des gens qui vont se sentir plus ou moins libres, et ça c'est vraiment du coup une disposition intérieure qui se travaille. Et donc c'est d'aller tu vois, c'est ce que je fais en coaching, d'aller vraiment reconsidérer certaines représentations que l'on peut avoir et qui vont bloquer la perception que l'on a de notre liberté, et puis du coup qui vont bloquer les choix que l'on va s'autoriser ou non à faire. Donc finalement, il y a plusieurs notions dans ton accompagnement. On a parlé d'œuvres d'art, on a parlé de vérité, on a parlé de libido. La 4e dimension que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le monstre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le monstre qu'on porte en nous? Alors, qu'est-ce que c'est que le monstre ou les monstres, parce qu'en fait, on en a plusieurs en nous. En fait, ce sont des parties de nous qui sont porteuses d'une énergie créative, atypique, disruptive, très très intéressante, mais dont nous nous sommes coupés à un moment de notre vie. Alors souvent pendant notre enfance, mais ça peut être un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a cru, et c'est codé comme ça du coup dans notre cerveau, que c'était atroce, horrible, immonde, dégueulasse, t'appelles ça comme tu veux, d'être comme ça. On a jugé en fait. Exactement. Et on s'est dit là-dessus, je suis un putain de freaking monster, donc on va verrouiller le truc, on va surtout pas y toucher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu crois que si tu t'autorises à exprimer cette part de toi, en fait, tu vas franchir un tabou moral inimaginable. Et dans l'imaginaire des gens, c'est vraiment codé comme ça. C'est un tabou de l'ordre de ce qui pourrait te faire être brûlé sur la place publique, croupir en enfer, finir tout seul. Sous un pont. C'est ça, parce que plus personne ne voudra te parler, etc. Et en fait, okay. La particularité donc de ce que j'appelle le monstre, c'est qu'il a une ambivalence. Ça fait partie des éléments dont je me sers pour aller les détecter avec mes clients. Il y a une ambivalence, en fait, il suscite en toi à la fois de la terreur. Donc ça te fait, alors ça va de l'inconfort à vraiment une franche terreur. Tu te dis c'est pas possible d'être comme ça, je suis terrifiée. Et en même temps, ça suscite de la jouissance. Et du coup, le fait de jouir de cette caractéristique de toi que tu trouves horrible, généralement, tu t'en sers, tant que t'as pas regardé ce qu'il y avait vraiment là-dessous, tu t'en sers pour te retaper un peu sur la gueule une deuxième fois en te disant « Je suis un monstre, en plus j'aime ça, donc c'est vraiment que je dois être fucked up des pieds à la tête. » Et donc, je me rejuge un coup au passage. Et donc, du coup, moi, ce que je fais avec mes clients, et j'ai développé tout un protocole de coaching pour ça, c'est d'aller identifier un par un, du coup, tous leurs morceaux de monstre. Donc, je fais ce que j'appelle une cartographie du monstre. Donc, c'est une espèce de mind map où, du coup, on va tous les nommer. Et donc, moi, je vais les aider à faire ce que j'appelle l'activation
de leur monstre, c'est-à-dire d'aller dépasser la terreur ou l'inconfort initial que tu as à juste considérer le fait que c'est une partie de toi, pour aller voir ce qu'il y a vraiment dedans, donc aller en voir la vérité, et donc comprendre au final, et ça c'est, moi je trouve que c'est extrêmement beau à voir pour moi en fait, voir que ces parts que tu crois être monstrueuses sont en fait des parts belles, créatives, puissantes, hyper intéressantes, et de voir comment tu peux créer du coup à partir de ces parts de toi et non plus sans elles ou contre elles. Et le fait de les réintégrer, déjà en termes d'amour de toi, c'est assez formidable. Mais en plus, ça va aller modifier en profondeur ta façon d'exercer ton métier ou la façon de développer ton business. Alors pour rendre peut-être ça un peu plus concret, tu vois, dans les noms, par exemple, de morceaux de monstres, ça me fait toujours beaucoup rire d'ailleurs, les noms que les gens leur donnent. Donc tu vas avoir la sadique, l'ovni inhumain, maléfique, le dragon, le serpent sournois, la biche arrogante élitiste, le paria de la société, enfin... Et donc c'est vraiment des morceaux, en fait, que t'as nommés comme ça, et que tu ne veux surtout pas aller contacter. Et d'ailleurs, quand tu vois les noms que les gens leur donnent, tu comprends pourquoi en fait ils n'ont pas du tout envie d'aller regarder ce qu'il y a dans cet aspect d'eux. Et donc du coup, une fois que t'as nommé avec moi le ou les morceaux de monstres, ce que je vais faire, c'est de t'aider à aller comprendre ce qu'il y a vraiment dedans. Donc aller finalement en voir la vérité et donc le recoder en quelque sorte. Et moi, c'est ce que j'appelle en tomber amoureux. En fait, il y a vraiment un moment du coup dans le coaching où quand on en arrive là, il y a une espèce de retrouvaille, de réconciliation avec une partie de toi en fait que tu refoules parfois depuis 50 ans en fait. Donc ça fait énormément de bien à titre professionnel, mais aussi personnel. Personnel mais aussi professionnel, excuse-moi. Du coup, tu vois, par exemple, une de mes clientes avec qui donc j'avais travaillé sur ce qu'elle appelait son ovni inhumain, elle s'est rendue compte qu'à l'intérieur de l'ovni inhumain, finalement, il y avait la personne qui, donc elle l'a appelée comme ça, la personne qui repousse les limites de la conscience humaine. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'elle voulait dire à travers ça, c'était que, oui, cette partie d'elle, c'était la partie finalement disruptive, hyper innovante, qu'elle adorait faire ça, qu'elle adorait créer et amener du nouveau dans le monde. Et donc ça a été un moment hyper libérateur pour elle, et ça l'a aidé à faire évoluer du coup et repositionner son job de directrice générale vers des activités essentiellement d'innovation et de création. Parce qu'en fait, c'est là où elle est à la fois le plus de libido et où elle est à la fois la plus forte. Parce qu'en fait, le monstre, ça correspond aussi à des aspects de ton génie. Pour te donner un exemple plus personnel, moi, dans un de mes morceaux de monstre, parce que forcément j'ai fait ce boulot-là pour moi avant de pouvoir accompagner d'autres personnes là-dessus, il y avait un morceau en fait que j'avais appelé, étiqueté la sadique. Donc je vais te raconter ce qu'il y avait dans cet aspect-là. C'est en fait quand je suis coach, je suis hyper concentrée, je suis hyper directe, je ressens pas beaucoup d'émotions en fait à part le kiff finalement qui m'habite parce que j'adore ce que je fais. Donc ça, à la limite, ça passait à peu près dans mon esprit. Mais là où je me vivais comme vraiment monstrueuse, c'est qu'en fait, j'adore cette espèce de moment précis où je sens qu'il y a quelque chose qui va craquer chez mon client. En fait, j'ai tellement traqué avec lui toutes les fausses croyances, tous ces bullshit, etc. Je les ai un peu cornérisées, elles peuvent plus s'échapper. Et donc elles vont mourir, et donc ça suscite une espèce de grand inconfort en fait à ce moment-là chez l'autre, mais c'est l'inconfort avant la délivrance, avant le lâcher prise, avant la croissance personnelle. Et moi en fait j'adore ce moment-là. C'est un moment vraiment que je trouve hyper puissant, hyper challengeant, etc. Et en fait je me jugeais mais comme une forcenée. Et je me disais, Hélène, en fait, t'aimes voir l'autre souffrir, donc il faut vraiment que tu sois une grosse sadique pour aimer faire ça. Et en fait, ce que je suis allée vraiment comprendre profondément, c'est pas que j'aime faire souffrir l'autre, c'est pas que j'aime le détruire. En fait, ce que j'aime dans cette activité-là, c'est d'aider mon client à détruire sans aucune complaisance des mécanismes qui ne le servent pas ou qui le brident.
Et c'est ça en fait que j'adore. Mais en fait, j'avais pas fait finement ce distinguo-là. Et donc du coup, moi, le fait d'aller comprendre ce qui se cachait derrière le sadique ou la sadique, c'est qu'en fait, je suis vraiment très douée et très impitoyable avec ce que j'appelle les bullshit, en fait, les limitations personnelles, et que je suis extrêmement extrêmement habile pour les faire sauter rapidement. Et donc le fait de vraiment comprendre ce talent en fait que j'avais et avec lequel j'étais inconfortable, moi ça m'a permis énormément de faire bouger mon business. C'est-à-dire que je suis allée assumer que j'avais un style de coaching qui était à la fois très doux, beaucoup dans l'humour et en même temps très confrontant, sans aucune complaisance avec l'autre, et que en fait c'est un acte d'amour pour moi et pour l'autre de le faire de cette manière-là. Ça m'a permis aussi d'acter que ce que j'aime, moi, c'est générer de la transformation de grande ampleur rapide. Et en fait, je sais que du coup, l'avantage finalement de ce que j'avais étiqueté comme sadique, c'est que je ne vais pas du tout m'arrêter au premier signe d'inconfort chez l'autre. En fait, c'est pas parce que l'autre se sent entre guillemets inconfortable, parce que oui, en fait, ça vient créer une zone de turbulence dans son système de croyance, que moi, je vais m'arrêter. Au contraire, ça me stimule en fait comme situation, parce que c'est une situation qui est complexe. Mais c'est ce qui apporte de la valeur. Et en fait, du coup, moi, je me suis spécialisée vraiment dans le fait de créer des transformations extrêmement fortes chez mes clients en très peu de temps. Parce qu'en fait, je ne lâche pas. J'ai ce côté vraiment d'être hyper stimulée par cette complexité, par cette espèce de résistance en quelque sorte cognitive. Et en fait, je suis hyper confortable, et même parce que j'adore aller poser toutes les questions qui grattent, toutes les questions un peu tabous. Et donc moi, ça m'a aussi aidé d'aller accepter ça en moi et de voir ce que c'était vraiment, d'acter que je m'adressais à une cible de clients bien particulière. Du coup, des gens qui adorent être retournés dans tous les sens, qui veulent de la transformation rapide et profonde, qui sont prêts à aller dans le dur de leur peur et de leur inconfort, parce que pour eux, c'est la voie express. En fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et du coup, tu vois, je le dis explicitement à mes clients en début de travail. Donc là, je t'ai donné un exemple personnel, mais l'idée, c'est finalement pour chacun de faire tout ce travail avec tous leurs morceaux de monstre pour leur permettre de construire leur business, qui est l'expression la plus juste d'eux-mêmes, donc cette fameuse œuvre personnelle, à partir du coup de leur partie disruptive. Et comme tu la codes plus en termes monstrueux, c'est vachement plus facile à faire et à assumer en fait. C'est hyper intéressant et je vois bien la force que ça peut avoir pour soi-même. J'ai plusieurs questions liées au monstre. La première, c'est à quoi ça sert de connaître son monstre et de l'accepter, notamment si je suis par exemple manager d'entreprise. Et la deuxième, c'est comment je fais, à part bien sûr t'appeler pour que tu me coaches, mais tout le monde n'a pas forcément le temps ou les moyens de prendre un coach. Est-ce que tu as des petits tips à donner aux managers qui nous écoutent pour qu'ils aillent commencer à gratouiller leur monstre? Oui, alors en fait, tu vois, moi j'en accompagne des gens qui sont salariés, enfin managers ou cadres dirigeants de boîtes sur leur monstre, donc il n'y a pas de comment dirais-je, de distinguo à faire, tu vois, le monstre c'est pour les entrepreneurs. En fait, le fait d'aller libérer et aimer ton monstre pour ce qu'il est vraiment, dans un premier temps, au-delà de la question de la disruption, en fait, ça te permet de vraiment être beaucoup plus pleinement exprimé et créatif en fait dans ton travail. Et donc c'est créateur de valeur, enfin j'ai envie de dire dans un premier temps c'est créateur de valeur et de plaisir pour toi, mais c'est aussi créateur de valeur pour le collectif en fait, parce que être en capacité de dire par exemple tout haut ce que pas mal de personnes pensent tout bas et n'osent pas poser, le fait d'être extrêmement à l'aise par exemple avec ta puissance et ton leadership qui parfois peuvent être codés dans les morceaux de monstre. Tu vois, j'ai travaillé avec une de mes clientes sur son dragon, qui était un des morceaux de son monstre, qui était du coup en relation avec sa puissance personnelle, et qui est une personne qui est dans une grosse entreprise, donc elle est pas entrepreneur.
Et bien ça l'a énormément aidé dans le fait de justement assumer son leadership, que ce soit avec son manager, son DG, ses parties prenantes, et de le faire dans ce que j'appelle un espace de calme et de sérénité, parce que du coup tu es extrêmement en paix en fait avec cette partie de toi. Ça veut dire, par exemple, si je prends dans l'acte de management, j'assume mon style, je trouve et j'assume plus mon style de management, par exemple la manière dont j'interagis avec mes collaborateurs, la manière dont je les anime, dont je m'assume en tant que leader. Ça Exactement. peut être, ça. Et y compris du coup dans des aspects, par exemple, qu'on va trouver fous. Tu vois, je pense à cette cliente-là qui a énormément d'humour. Un des aspects dans le coaching, c'est elle a complètement libéré et assumé cet humour-là, y compris du coup dans un contexte corporate. Et en fait, oui, ça crée aussi une ambiance de rire, de légèreté, de liberté. En fait, avec les gens avec lesquels elle interagit, tu vois. Et ça peut être un style, oui, personnel de management ou de travail, tu vois. Mais parce que dans certains environnements, oui, le fait de faire de l'humour de manière spontanée, malheureusement, c'est encore beaucoup trop codé comme quelque chose de pas forcément, tu vois, correct ou qu'on ne peut pas se permettre, tu vois. Et du coup, pour répondre à ta question de comment identifier ces morceaux de monstres, alors c'est vrai que moi j'ai développé tout un protocole, donc du coup c'est plus facile à faire en coaching. Néanmoins, si on veut commencer à y réfléchir individuellement, en fait, moi ce que je dis aux gens, c'est d'aller identifier les parties d'eux où ils se disent mais si je suis comme ça, je suis vraiment une personne horrible, dégueulasse et vraiment je vais me faire rejeter par la planète entière. Et en même temps, si je suis complètement honnête avec moi, j'aime être comme ça. C'est vraiment cette espèce de dualité entre j'adore être comme ça et en même temps j'en ai une peur terrible. Et donc une fois que tu as identifié ça, de lui donner du coup un petit nom, ça aide à savoir de quoi tu parles à l'intérieur de toi, et en fait d'aller vraiment du coup regarder ce que c'est. C'est-à-dire, est-ce que, tu vois, moi l'exemple de la sadique, est-ce que si je vais vraiment regarder les comportements et les intentions que j'ai quand je dis que je suis sadique, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est autre chose en fait? D'aller en fait détricoter des évidences. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois dans les morceaux de monstres, alors les gens leur donnent des noms différents, mais très souvent c'est des choses qui vont tourner autour de l'égoïsme, autour de la puissance, autour de la sexualité. En fait, ça va vraiment être des choses que culturellement on a l'habitude de d'épingler comme étant mauvaises en fait. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est le fait d'aller déconstruire finalement des normes qu'on a intégrées vis-à-vis de certaines façons d'être en fait. Tu parlais pas mal de disruption. On arrive à une époque où beaucoup d'entreprises et de collaborateurs doivent se réinventer, trouver des nouvelles solutions, peut-être pivoter. Oui. Pour toi, quelle est ton analyse un peu de la période qu'on vit et comment est-ce que on peut innover aujourd'hui en entreprise? Enfin, est-ce que tu as des conseils pour que des managers, par exemple, apportent de l'innovation dans leur entreprise? Oui, alors c'est vrai que je trouve qu'on est à une période qui est à la fois très challengeante parce que très incertaine et très crispante, et en même temps très intéressante parce que c'est aussi souvent dans les moments de chaos que on va puiser la force d'aller se réinventer parce que finalement on a plus le choix. En période de calme, on se dit qu'on se réinventera plus tard. Quand on est au pied du mur, il y a cette espèce de pulsion de vie qui est soit je dépasse le mur, soit je m'arrête là. Et donc du coup, c'est vraiment de se dire, on va faire en sorte de passer par-dessus le mur. Sur cette question de l'innovation, alors moi je travaille beaucoup sur la question de la disruption. En fait, pour moi, le sens aujourd'hui que je mets à la disruption, c'est un processus créatif qui est très particulier. En fait, c'est vraiment d'accepter que tu vas créer principalement à partir de toi. Moi, c'est ce que j'appelle le moi des profondeurs. Il y a ce truc un peu troublant de se dire finalement, je crée à partir de rien ou je crée à partir de choses qui sont vraiment très 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 intérieures et je vais faire sortir ça de terre.
alors que tu peux avoir d'autres processus créatifs qui sont intéressants aussi, sur lesquels j'ai pas mal travaillé dans mes vies professionnelles antérieures, où là, tu vas être sur un ratio finalement intérieur-extérieur qui va être un peu différent. Tu vas faire beaucoup l'éponge, beaucoup t'inspirer, et puis au moment de créer ou d'innover, tu vas faire un mixte. Moi, aujourd'hui, la façon dont je comprends la disruption, c'est vraiment le fait d'aller donner de la valeur et d'aller assumer ton monde intérieur, tes idées bizarres, tes idées complètement délirantes et saugrenues. Parce qu'en fait, cette décision-là de dire c'est beau, ça a de la valeur, je vais en faire quelque chose, comme ça n'existe pas à l'extérieur, en fait, cette décision, à part toi, personne ne peut la prendre. Donc, tu vois, pour répondre à ta question sur le comment innover, en fait, c'est première étape, je trouve, c'est d'aller regarder, assumer et donner de la valeur à ce qu'on a au tréfonds de nous-mêmes et de dépasser les peurs qui sont liées à ça. Parce qu'en fait, quand tu poses une idée disruptive, comme par construction, elle n'existe pas ou elle existe très très peu sur le marché, tu vas plutôt entendre des « Ah mais t'es sûr que c'est une bonne idée ?» plutôt que « Ah mais c'est trop génial, vas-y, go 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 ». Parce qu'en fait, dans la disruption, tu as vraiment cette notion de rompre avec un existant, un statu quo, des normes, etc. Donc du coup, pour développer sa capacité à créer, à innover, à disrupter, pour moi, il y a vraiment le fait de développer une assise intérieure, en fait, une confiance, une espèce de foi, en quelque sorte, sur le fait que ton idée peut sembler peut-être dingo à une grande partie de ton environnement, mais que toi, tu vas assumer de la porter et de la développer. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points. Après, je rejoins aussi par ailleurs beaucoup de théories sur l'innovation. En fait, tu as un grand intérêt à développer une posture ou des démarches expérimentales au sens quasi scientifique du terme. En gros, tu as ton idée, tu la prototypes rapidement, tu la testes, tu regardes ce que ça donne dans ton environnement, ça te donne un feedback, tu l'enrichis, tu l'adaptes et ainsi de suite. Et du coup, moi, je trouve que c'est hyper important de se donner en fait cette permission de tests rapides, presque frugales en fait, avec des moyens limités pour voir ce que ça donne. Et ensuite, de bouger. Autre point sur le fait de développer la créativité et l'innovation, c'est vraiment d'avoir à titre personnel et aussi à titre collectif une ouverture sur notre intuition et notre créativité. Moi, j'appelle ça être ouvert des chakras. Donc là-dedans, ça va de d'aptitude à te remettre en cause, à être ouvert sur d'autres modes que le tien, à aller poser des questions ou se poser des questions sur je fais ça de telle manière, est-ce que je pourrais pas faire ça autrement? Et donc d'avoir vraiment cet état d'esprit permanent de questionnement et d'éponge. Du coup, en tant que manager, ça peut être de poser des questions et de se poser des questions sur le pourquoi on fait comme on fait. Ça peut être de varier la façon d'animer des réunions dans des lieux, des formats différents, etc. Ça peut être aussi quelque chose que je trouve très très important en matière de créativité, c'est laisser du temps vide pour imaginer et rêver, ce qui est très compliqué à faire. En entreprise, tu vois, c'est les fameux 20% de Google, mais aujourd'hui, tu as assez peu de boîtes qui valorisent le fait de vraiment faire ça. Et sur la question de l'innovation, un dernier point que j'avais envie de mentionner, parce que je trouve que personnellement, ça a une grande valeur, enfin j'en suis une grande adepte, parce que je trouve que c'est à la fois une école de développement personnel, une école d'idéation. C'est ce que j'appelle la controverse constructive. C'est en gros d'aménager des espaces-temps dans ton équipe ou dans ta structure, ou toi avec d'autres, si tu es entrepreneur individuel, mais qui sont vraiment dédiés au fait de passer au crible et sans aucune complaisance tes modes de fonctionnement, les produits que tu sors, etc. Pixar, par exemple, fonctionne beaucoup comme ça pour ses dessins d'animation et ça fait partie de leur recette de succès. À titre personnel, alors moi je suis membre d'un groupe de coachs, on va dire un peu badass, parce que pas du tout complaisant, avec qui je travaille tous les vendredis. Et en fait, je passe 2 heures tous les vendredis à me faire secouer le cocotier, à secouer le cocotier de mes consoeurs. Alors c'est parfois assez difficile pour mon ego parce que il aime pas trop sur le moment, mais je sais que c'est hyper puissant. En fait, moi j'ai souvent eu des idées pour Trusteller, donc ma boîte, à l'issue de ces séances-là. Pourquoi ? Parce que la controverse et le challenge de tes représentations dans le dur du dur, ça t'aide à faire cet effort d'honnêteté en fait avec toi. Ça aide à affiner ta création
Et ça aide aussi à en prendre pleinement la responsabilité au lieu de perdre du temps finalement à tourner en rond dans des visions du monde qui certes protègent ton ego, mais en vrai et à long terme ne t'aident pas du tout à avancer. Quand tu parles de ça, ça me fait penser à un article que tu as écrit sur l'intuition contre-intuitive, et notamment quand tu dis « c'est justement parce que cette idée me terrifie que je vais le faire, et que je vais le faire maintenant ». Alors, pourquoi tu dis ça déjà, et pourquoi et comment ça peut s'appliquer au quotidien, cette intuition contre-intuitive? En fait, tu vois, dans les représentations, moi, que j'ai beaucoup déconstruites, c'est on a tendance à se représenter, tu sais, l'intuition comme un truc hyper confort, hyper smooth, tu sais, la petite ampoule qui s'allume dans ta tête et tu fais « Ah, c'est une super idée, j'y vais ». Ça, c'est vrai, ça fait partie des intuitions, sauf que parfois, en fait, notre intuition, elle nous envoie des messages, mais comme ils sont inconfortables pour notre cerveau et notre être, hein, plus globalement, bah en fait on va tout de suite tuer tu vois l'idée dans l'œuf, et en fait notre mental va vraiment tout de suite nous mettre dans la tête toute une série de bonnes raisons pour surtout pas suivre l'intuition en question, parce qu'en fait la vraie raison, mais qu'on n'a pas envie d'aller regarder, c'est que on est mort de trouille à l'idée de faire le truc en question. Donc on préfère se raconter, du coup moi ce que j'appelle des blabla bullshit, on préfère se raconter des belles histoires sur le fait qu'en fait non, c'est pas une bonne idée, quand en fait c'est juste qu'on a extrêmement peur d'y aller. Du coup, moi, ce que je fais pour moi, mais ce que je fais aussi avec mes clients, c'est de vraiment les faire descendre dans leur peur. C'est-à-dire de prendre conscience de l'intégralité en fait de leur schéma de peur, de leur fameux bullshit. C'est assez drôle à faire d'ailleurs, parce que et aussi à prendre conscience, c'est assez libérateur. C'est, imaginons, la peur, c'est j'ai peur de dire spontanément ce que je pense à mon N-1 sur tel sujet, alors que mon intuition me dit de lui dire ça. En fait, quand tu vas déboulonner et dérouler ce qui se cache sous cette peur-là, en fait, in fine, t'arrives à des peurs qui sont complètement dingues, du type je vais finir par crever de faim sous un pont, je vais me faire lapider, je vais avoir envie de mourir tellement ma vie n'a pas de sens. Et en fait, c'est tout ce chapelet de peurs qui est en pilote automatique dans ton inconscient, qui fait que du coup, c'est hyper dur pour toi de suivre l'intuition qui te fait peur. Et donc, du coup, c'est vraiment d'avoir cette, là encore, cette hygiène de vie, de te dire, j'ai envie de faire un truc, ça me fait peur, donc du coup, je suis pas le truc que j'ai envie de faire. C'est d'aller vraiment dérouler de manière mécanique, en fait, toutes les peurs qui sont en lien avec la difficulté à passer à l'acte. Et il y a pas longtemps, c'est une de mes clientes en fait qui voulait poster son premier article, qui était un article vraiment personnel, authentique, sur un sujet qui lui tenait à cœur, pardon. Et elle avait peur d'y aller. Et en fait, la vraie raison, c'est qu'elle avait peur de pas être aimée, elle avait peur d'être rejetée. Du coup, quand on a déroulé la peur, elle avait peur de terminer lapidée. Et en fait, le blabla bullshit, tu vois, qu'elle se racontait en surface pour préserver son ego, c'était « Ah, c'est pas le bon moment, c'est indécent de poster mon article qui est quand même futile durant la période actuelle, etc. » Du coup, t'imagines bien qu'à la fin de la séance, elle avait décidé de poster son article, à la fois parce qu'elle en avait envie, en vrai, et ensuite parce qu'elle avait compris, et ça fait partie des choses sur lesquelles je fais travailler les gens, c'est qu'en fait, si tu veux passer le niveau du dessus en termes de maîtrise de toi, d'amour de toi, de création, en fait, de ce qui tient à cœur, tu vas devoir, d'une façon ou d'une autre, être plus fort que ton bullshit et le traverser. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois être prêt à assumer que poursuivre cette intuition, ce choix ou ce désir, donc là c'était spontanément j'ai envie de poster un article sur tel sujet, oui, ça peut potentiellement générer des conséquences pas agréables, des critiques, etc. Mais qu'en fait en vrai t'es plus fort que ça, parce que tu places ta sécurité et ton amour de toi à l'intérieur de toi. Et donc du coup pour vraiment apprendre à suivre du coup ce que j'appelle les intuitions contre-intuitives, qui sont en fait des intuitions qui font peur, c'est vraiment de prendre l'habitude de venir interroger le contenu de ta peur, de l'interroger dans son intégralité. Et en fait, quand on arrive à dire « Ah ouais, j'ai peur de poster cet article parce que j'ai peur de me faire lapider », tu comprends mieux ce qui te bloque. 2, tu te dis que la probabilité que tu te fasses lapider, elle est quand même extrêmement faible. Et ensuite, en fait, c'est vraiment d'aller travailler justement cette confiance en toi, de dire mais quand bien même j'aurais des critiques, en fait, je suis tout à fait capable
de pas m'effondrer. Et donc du coup, je privilégie quelque chose qui a de la valeur pour moi, qui a de l'intégrité pour moi, et je le fais. Je me suis permise de faire le lien parce que pour moi, il y a un lien entre innovation et intuition contre-intuitive qui est je m'ouvre, je m'écoute, je ne juge pas mes idées et j'ose y aller et si j'ose pas y aller, j'interroge la raison pour laquelle je n'ose pas y aller, voire je vais chercher miroir à l'extérieur pour m'aider à franchir le cap. Exactement. Et en fait, c'est vraiment, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment d'aller prendre conscience qu'en fait, le plus grand censeur de notre œuvre ou de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, en fait. Je voulais aborder un dernier thème avec toi, qui est le thème du leadership. Je trouve que c'est une notion qui est aujourd'hui portée un peu comme le Graal de la réussite professionnelle, d'être un leader inspirant. Je voudrais te poser la question de déjà, est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est effectivement le Graal de la réussite professionnelle? Et est-ce qu'on peut tous être des leaders inspirants? Une question qui est très intéressante. Alors, je vais te livrer mon point de vue, qui est le mien. Moi, en fait, je crois que cette question du leadership, elle est finalement aussi importante que parce que elle correspond à ce qu'est la nature profonde de l'homme, ou en tout cas le potentiel de l'homme à son meilleur. C'est-à-dire que moi, je crois que l'aboutissement ou un de nos aboutissements en tant qu'être humain, c'est de devenir un être individué, souverain, créatif, créateur, qui exerce en conscience son libre arbitre. Moi, c'est vraiment ça que je mets derrière la notion de leadership, et c'est quelque chose qui, pour moi, va bien au-delà de la sphère professionnelle. Pour moi, le leadership, c'est vraiment quelque chose que tu vis dans ta vie en général, et il n'a rien à voir avec un titre professionnel. Donc oui, à mes yeux, en tout cas, nous pouvons tous être des leaders, chacun à notre façon, dans notre propre style et aussi sur nos sujets de cœur. Tu accompagnes du coup des leaders en tant que coach. Sur quel axe tu travailles avec eux pour les faire progresser? Alors aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment 4 axes importants dans le leadership. Le premier, c'est la connaissance de soi et l'intégrité par rapport à ses standards et à ses valeurs. Donc là, ça revient vraiment à développer la capacité à te tenir pour toi et tes convictions, peu importe en fait le prix à payer ou à investir. Je vais te prendre un exemple très simple pour que ce soit pas trop théorique. Imaginons qu'une de mes valeurs soit l'éthique. En fait, c'est dans les situations où mon éthique va être challengée, parce qu'à court terme, je pense que j'ai à perdre, en fait, en suivant mon éthique, que je vais vraiment voir la force de mon intégrité par rapport à ma valeur. Et moi, personnellement, je suis vraiment convaincue que toutes les fois où par peur, on met un coup de canif dans notre intégrité et nos valeurs personnelles, en fait, on s'affaiblit. Parce que à l'intérieur de nous, ça crée une dissonance cognitive, on se sent pas hyper confortable, voire pas confortable du tout avec le choix qu'on a pris. Et en plus, à l'extérieur, ça effondre, en fait, la crédibilité de notre parole, parce que du coup, il n'y a plus de congruence entre ce que l'on dit et ce que l'on choisit. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. C'est vraiment le fait de monter en connaissance de soi, dans ses valeurs, dans ses standards, dans ses préférences, etc., dans ses convictions, et de vraiment être en intégrité avec. Le deuxième axe, pour moi, du leadership, c'est la capacité à avoir une vision et à poser un cadre. Donc c'est vraiment la capacité que l'on a à créer un espace pour aujourd'hui et pour demain, avec des règles du jeu qui sont saines et les faire respecter. Pour moi, un des trucs qui n'est pas du leadership, c'est de pondre une règle et puis ensuite, à la moindre difficulté, c'est comme l'intégrité, de se dire tiens, ma règle est challengée, donc du coup, poum, je casse la règle en fait. Ce qui veut pas dire derrière que tu vas pas faire évoluer tes règles, mais en tout cas, c'est d'avoir quand même développé cette colonne vertébrale pour faire respecter les règles qui te semblent importantes dans ton espace. Le troisième axe, c'est la capacité à activer des ressources et à passer à l'action. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont de l'ordre de mobiliser du soutien, des ressources, construire un plan d'action, le mener à bien. Et le quatrième axe, pour moi, c'est vraiment la capacité à développer ton intuition et ton audace. Donc là, ça touche à tout ce que j'ai mentionné au préalable sur la créativité, la disruption, c'est le fait d'aller profondément assumer que potentiellement tu vas passer pour un dingue, que tu vas pas être compris, et de te détacher en fait de cette appréciation que l'extérieur peut porter sur toi, parce qu'en fait tu sais au plus profond de toi que ton idée elle a une valeur incroyable, et donc t'es prêt à la suivre même si ça ne fait pas sens en fait, au moins au début,
pour d'autres. Du coup, après, en tant qu'individu, on est plus ou moins à l'aise sur ces 4 aspects, et d'où l'intérêt aussi de bien s'entourer, de jouer la complémentarité, et puis aussi de travailler sur les endroits où on est peut-être un peu plus faiblard. Et après, moi, ce que je fais aussi sur les questions de leadership, c'est je travaille, ça rejoint ce que j'ai développé préalablement, mais je travaille aussi beaucoup sur les questions de peur, en fait, qui sont liées à la question du pouvoir, à la question de la puissance qui est inhérente au leadership. Et à mon sens, c'est parce qu'on confond la puissance personnelle avec l'abus de pouvoir, la souveraineté avec l'autoritarisme ou la tyrannie. Et donc, pour certaines personnes, le fait d'aller assumer sa puissance, ça peut faire peur. Parce que, en gros, si dans ton cerveau, tu crois que être puissant revient à ratiboiser la gueule du voisin au lance-flamme, alors c'est évident que tu vas pas avoir envie d'aller explorer ta capacité à l'être. Et donc, c'est vraiment d'aller déboulonner, en fait, ce genre de représentation. J'ai travaillé ça pas mal avec une de mes clientes, et en fait, un des moments forts, moi, j'ai trouvé du coaching, c'est le moment où elle a réalisé qu'en fait, dans son état de puissance, en fait, qui était un état intérieur, qui était un état d'être, il y avait aucune peur ou aucune raison de penser que ça allait conduire à, finalement, en effet, à violenter le voisin, ou à ne plus être en capacité d'écouter certains feedbacks de son environnement. Parce qu'en fait, cette question de la puissance, c'était une relation qu'elle avait avec elle-même, tu vois. C'est exactement comme l'amour de soi. C'est, est-ce que tu t'aimes pour ce que tu es, et est-ce que en fait, quand t'es connecté à ta vraie puissance, pour moi, on est dans quelque chose de très calme, de très posé. La puissance, c'est pas aller gueuler sur l'autre, et t'es dans quelque chose qui a à la fois une intégrité et en même temps une vraie écoute, en fait, à la fois de toi et de l'autre. Et le fait de conscientiser ça, elle, ça l'a beaucoup apaisé, justement, aidé à assumer son leadership, en fait. Elle a vraiment compris, dans son ressenti profond, ce que ça voulait dire être puissante, en fait, pour elle. Tu parles beaucoup de connaissance de soi. J'aurais peut-être dû commencer l'épisode par là, mais peut-être certaines personnes se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas forcément envie de me connaître moi-même » ou « J'estime que c'est un peu du bullshit, peut-être de la psychanalyse. J'ai pas envie d'aller chercher ce qu'il y a au fond de moi, et puis j'estime que c'est une perte de temps. » Oh qu'ils ont le droit de le faire, hein. Non, tu vois, moi j'ai un côté extrêmement libertarien, c'est-à-dire que j'ai absolument, tu vois, je considère que chacun a le droit de vivre l'expérience qu'il a envie de vivre, et il y a des gens qui ne sont pas des grands fans de l'introspection, et je le respecte complètement, tu vois. D'ailleurs, j'ai envie de dire, même la question que je le respecte ou pas ne se pose même pas, c'est-à-dire que ils ont le droit de faire ce choix-là, et j'ai absolument rien à dire là-dessus. Après, si ta question est plus, c'est comme ça que du coup je choisis de l'interpréter, quels peuvent être les avantages à mieux se connaître, ou comment mieux me connaître. Moi, les avantages que j'y vois, c'est vraiment le fait de pouvoir, c'est ce que j'appelle créer en conscience, tu vois. C'est vraiment construire une vie, et notamment une vie professionnelle, qui soit à ton image, en fait. Et du coup, comment le faire? Là, je vais peut-être synthétiser des choses que j'ai déjà dites, mais c'est vraiment d'avoir cet examen minutieux et précis de tes valeurs et de tes convictions profondes, y compris, voire même surtout, celles qui te font peur parce qu'elles ne sont pas correctes ou qu'elles ne sont pas dans la norme. C'est un processus qui est pas que mental, ça, j'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais c'est vraiment, ça passe aussi par une écoute de ton corps, de tes ressentis physiques, de ton énergie, tu vois. Est-ce que tu te sens dans une énergie haute ou basse quand tu fais telle ou telle chose? Donc c'est vraiment pas que un processus qui est dans ton cerveau. Pour moi, la connaissance de soi, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment la connaissance de ces standards, en fait. C'est qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas dans mon espace, en fait. Tu vois, moi, par exemple, ça, c'était quelque chose que j'avais développé pour moi, dans ma première vie en tant qu'entrepreneur. Quand c'était assez rare, mais quand j'avais quelqu'un sur mission qui me parlait d'une manière que je trouvais désagréable, en fait, je le disais tout de suite, tu vois. Je disais, écoutez, moi, je ne suis pas payée pour qu'on me parle sur ce ton, donc si vous continuez, c'est bien simple, je pars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et parce que voilà, en fait, j'étais extrêmement prête.
y compris, tu vois, à ne pas facturer ma journée ou à perdre la mission, mais je n'avais pas envie de compromettre, en fait, ce standard qui est entre personnes polies et humaines, on se parle de manière douce, y compris quand la situation, elle est potentiellement un peu tendue. Donc, c'est vraiment d'aller finement poser tes standards, d'aller aussi finement comprendre et poser tes désirs. Donc c'est tout ce que j'ai développé autour de la libido. Et puis pour moi la connaissance de soi c'est pas théorique. Enfin il y a une partie qui peut l'être un petit peu, mais pour moi la vocation c'est pas de me connaître pour mieux me connaître et être le plus savant le plus savant du quartier. C'est vraiment de pouvoir ensuite sur cette base-là agir pour te créer la vie professionnelle à laquelle tu aspires en fait. Il y a vraiment une dimension pratico-pratique. Pour moi, c'est la vocation de la connaissance de soi. Elle est pas livresque, quoi. Peut-être deux questions plutôt personnelles. La première question, c'est quel est ton prochain défi? J'ai développé du coup tout un paradigme de coaching avec des nouveaux protocoles, une nouvelle façon de coacher, etc. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est un paradigme qui est évolutif. Et donc, tu vois, moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir à la façon d'aller libérer notre pouvoir et notre créativité qui peuvent être cachés et bloqués dans nos plus grandes sources de honte. C'est un peu comme le monstre, tu vois, le monstre. C'est ça. Après, la terreur d'être un être dégueulasse et immoral, là, c'est vraiment d'aller regarder finement dans les choses qui en toi te font extrêmement, extrêmement honte. Donc, c'est le même mécanisme, en fait, t'en es coupé, mais pour des raisons différentes. Des raisons qui sont plus de l'ordre, je pense, de la peur du ridicule ou de la peur d'être vulnérable, en fait, de montrer une certaine vulnérabilité. Et donc, voilà, en ce moment, je suis en train de noircir mes cahiers de plein de hiéroglyphes et de réflexions autour de ça. Donc, ce serait ça, mon prochain défi. Ce que je trouve intéressant, c'est que ta démarche, elle est évolutive. Ta manière de créer, toi, ton business, c'est de faire évoluer ton business et ton Exactement. Et d'ailleurs, ça fait partie peut-être des choses que j'aurais pu ou dû mentionner quand tu me posais des questions sur comment innover. Il y a vraiment cette notion d'évolution, en fait, de te dire que quand tu commences à créer, du coup, ce que j'appelle ton œuvre ou créer à partir de toi, en fait, c'est quelque chose qui est censé, me semble-t-il, t'occuper pour les 50 prochaines années, en fait. Si tu vas pas tout sortir de terre une bonne fois pour toutes, parce que ce serait pas très drôle, honnêtement, on s'emmerderait assez sec en fait. Et donc c'est vraiment de se dire, on va être dans une logique évolutive permanente. Et c'est ça qui d'ailleurs au passage vient alimenter ta libido. Tu vois, si j'avais dit ou écrit tout ce que j'avais à dire ou à écrire juste sur le monstre, franchement, quelque part, je serais même presque triste de l'avoir inventé parce que ça voudrait dire que, tu vois, j'ai plus d'idées à aller creuser, ce serait triste. Et du coup, justement, pour finir, quelles sont tes sources d'inspiration à toi? 2 livres ou 2 auteurs qui m'ont vraiment beaucoup inspirée et beaucoup marquée récemment. Premier, c'est une femme qui s'appelle Ayn Rand, qui est une romancière et une philosophe américaine, qui est libertarienne, qui est très connue aux États-Unis. Tu vois, j'ai découvert que ses romans, a priori, sont les plus lus après la Bible, donc t'imagines. Mais en fait, elle est très peu connue ou très très critiquée en France. De manière générale, en fait, les philosophies libertariennes sont peu étudiées et je trouve assez mal comprises en France pour plein de raisons, mais c'est pas l'objectif du podcast, donc on pourra en parler une autre fois. Et donc j'ai lu récemment un de ses romans qui s'appelle La source vive et qui parle des sujets qui sont mes sujets de cœur, la question du génie créatif, de la liberté, de l'intégrité à soi, de qu'est-ce que ça veut dire du coup d'être en relation à l'autre quand tu es dans cet état d'esprit. Et donc c'est une personne qui a développé, parce qu'elle est décédée dans les années 80, en fait la source vive ça date de 1943 si je te dis pas de bêtises. En fait elle a développé une philosophie de l'égoïsme que je trouve extrêmement intéressante. Mais comme le terme égoïsme, tu vois, c'est un peu comme avec le monstre, mais le terme égoïsme est très lourdement connoté. En fait, on a tendance à le bazarder aux orties sans aller regarder ce que ça veut vraiment dire. Et donc, j'ai trouvé que c'était un roman philosophique extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement puissant, qui fait se poser plein de questions. Et j'ai vraiment adoré.
Ça m'a servi à titre personnel et professionnel, et j'ai trouvé que c'était un très très bon roman. Et sinon, dans un autre registre complètement différent, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait énormément de bien du coup quand j'ai décidé de me guérir en fait, c'est le livre d'un autre Américain qui s'appelle Joe Dispenza, qui s'appelle Le placebo, c'est vous, et en fait qui est passionnant sur la façon dont on crée notre réalité, y compris dans des dimensions physiques. Et donc du coup c'est un livre qui traite de croyances, de conscience, de fonctionnement du cerveau, et la façon dont en fait tu peux modeler ou transformer ça, y compris pour te guérir de maladies qui sont matérielles en quelque sorte, dans le sens où elles sont ancrées dans ton corps. Et moi ça fait vraiment partie des ouvrages qui m'ont amené à reconsidérer en profondeur ce qui était de l'ordre du possible et de l'impossible pour l'humain. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre passionnant. Donc voilà. Merci beaucoup Hélène pour tout ce contenu super riche et pour ton authenticité. Écoute, merci Sophie, c'était vraiment un plaisir que de passer ce temps stimulant et ouvert en ta compagnie. Je suis impatiente de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Avant de démarrer le débrief, je vous précise que vous pouvez retrouver toute l'actualité d'Hélène sur LinkedIn, sur Instagram et sur son blog truthsteller.fr. Je vous mets les refs en note de l'épisode. Hélène publie beaucoup d'articles sur les notions que nous avons abordées pendant l'épisode, donc ça peut être un bon complément. Alors que retenir de notre conversation ? Déjà pour démarrer, je précise que je n'ai pas suivi son coaching, donc je suis comme vous, j'expérimente ces notions seule, sans accompagnement. Je vais vous expliquer ce que je retiens avec mes mots. Ça n'engage que moi. Je vais sûrement faire des raccourcis par rapport à la méthode d'Hélène, mais ça permet de vulgariser un peu des notions complexes et surtout pas très tangibles. Pour les plus sceptiques sur le développement personnel, car j'imagine qu'il y en a, ou pour ceux qui ne savent pas comment avancer, je me suis dit que vous partager ma méthode pouvait vous aider. Premièrement, j'ai écouté plusieurs fois l'épisode pour le monter et j'ai pris conscience qu'à chaque fois, j'ai retenu des nouvelles choses ou qu'en tout cas, ça m'a amené à pousser ma réflexion un peu plus loin. Donc mon premier conseil, c'est de l'écouter plusieurs fois, en laissant peut-être un petit laps de temps quand même de réflexion entre chaque écoute, car les notions manipulées par Hélène ne sont pas simples, et je vous invite aussi à prendre des notes, avant, pendant ou après. Mon deuxième conseil, c'est de choisir là où les notions que vous voulez travailler. Tout est lié, c'est clair, mais à titre personnel, en choisissant de focaliser mon attention sur 3 notions, ça m'a donné un cadre. Donc j'ai choisi de travailler le monstre, la vérité et l'œuvre d'art. Je les travaille de manière, quasi scientifique, c'est un grand mot, mais en tout cas séparément en me posant des questions sur chacune de ces notions et en notant ma réflexion. Ce travail permet de mieux me connaître, d'en tirer les bénéfices. Pour la personne pragmatique et concrète que je suis, cette méthode de travail était assez rassurante. La notion qui m'a le plus marquée, c'est celle du monstre. Hélène nous invite à identifier les faces nord de notre personnalité, celles en tout cas qu'on aime le moins, celles dont on a peur ou honte, mais au fond de nous, on sait qu'elle existe. Elle nous invite à ne pas la juger et au contraire, à apprendre à la connaître et à en tirer toute sa valeur et sa puissance, et donc à l'aimer. De mon côté, je traque les émotions ou les pensées envers moi-même que je n'aime pas. J'ai compris que je ne les aimais pas parce qu'on m'avait appris à ne pas les aimer, de par mon éducation, ma culture, la société, etc. Par exemple, donc dans mon cas, j'ai identifié la notion d'égoïsme. Je ne pense qu'à moi, je suis une égoïste et donc c'est mal. Donc je traque ces moments-là, je me demande pourquoi je ressens ça vis-à-vis de moi et comment je peux utiliser positivement ce trait de caractère. Sur l'égoïsme, je vous le fais en ultra résumé, j'en suis arrivée à accepter cette partie de moi, à mieux comprendre pourquoi j'étais égoïste ou pourquoi je me pensais égoïste. Et finalement, je me suis rendu compte que si je dépassais ce jugement, ce n'était plus un problème, voire qu'au contraire, c'était super bénéfique. Et c'est là que la vérité et l'œuvre d'art peuvent prendre le relais, puisque en me connaissant mieux, je suis plus en vérité avec moi-même, et donc je crée des nouvelles choses, et c'est comme ça que ce podcast est l'œuvre d'art dans l'histoire. Voilà, je retiens 2 autres choses. La première, c'est que si Hélène ou moi, nous essayons de vous faire toucher du doigt nos expériences, ça reste une réflexion très personnelle, que chacun vit à sa manière, avec ses questions, son histoire, sa culture. Mais on espère que nos témoignages vous donneront envie d'aller chercher un peu le monstre qui est en vous, car c'est vraiment libérateur, et encore une fois assez puissant d'un point de vue personnel et professionnel. La dernière chose, c'est que ça peut prendre du temps.
Donc soyez patient et sympa avec vous-même. Et vos amis et votre famille peuvent parfois être de bons miroirs de réflexion. Ne restez pas non plus seul pour mener ce travail, vous avec vous-même. Hélène et moi restons à votre disposition pour prolonger l'échange si vous le souhaitez. Le meilleur moyen de nous contacter reste LinkedIn. Je vais vous mettre les liens vers nos profils en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je vous invite à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et à diffuser l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain invité. On parlera cette fois-ci de liberté. Salut!